Bonjour. Bonjour, ça marche? Ça fonctionne? On s'entend? Oui? Wow! Impressionnant. Merci de l'invitation. Merci d'être là pour cette table ronde. Ou c'est table ronde? Petite table ronde. Sur regard croisé sur ces rencontres de tourisme de Bretagne. Je me présente, Paul Arsenault. Je vais faire la blague qu'une humoriste québécoise fait. C'est un accent québécois, ce n'est pas un retard mental. Il faut le préciser parfois. On y répond, les Québécois, parfois un petit peu plus lent, comme si on avait des petits enjeux d'entendre. Donc, table ronde pour nous ouvrir, je dirais, les chakras. Vous ouvrez les chakras et Madame la vice-présidente, Monsieur le Président ont dit des choses magnifiques, importantes. Et on pourrait se poser la question, comme socio-pro, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie être touristique, faire du tourisme, recevoir 13 millions, en avoir plus, avoir des chiffres concrètement dans votre quotidien de breton, dans votre quotidien d'opérateur touristique, dans votre quotidien. Et j'aimerais commencer en même temps, là, l'air de rien, j'essaie de trouver un document qui était théoriquement le premier ici. Voilà, que je dois ouvrir. Monsieur le Président a dit quelque chose. Il a dit, il y a eu de la COVID, il y a eu la guerre et il y a eu le Brexit. On est d'accord là-dessus. Les dernières années n'ont pas été simples. Et les dernières années n'ont pas été simples pour les êtres humains que nous sommes. On discutait ce matin avec Dominique et Akira, d'ailleurs, que je vous présenterai tout à l'heure, après ce petit monologue introductif. Essentiellement, on est composé à 65% d'eau et d'anxiété. Et donc, oui, la COVID, la guerre et le Brexit. Le Brexit, je ne sais pas, Brexit, moi, ça m'a laissé particulièrement indifférent, a eu un impact sur les individus que nous sommes dans notre quotidien. Et on nous a demandé, puisque nous sommes brillants, n'est-ce pas, de faire un peu de prospective et je vous annonce tout de suite qu'on n'en fera pas, on est rebelles et on n'ira pas dans la prospective, puisque l'avenir n'est pas prévisible. L'avenir n'a jamais été prévisible, il n'a jamais été aussi imprévisible qu'il l'est actuellement. Et, enfin, l'être humain, il cherche deux choses. Il est à la recherche de sens, et on va parler de sens, je crois. Il est à la recherche de légitimité. Il est à la recherche de sens, je dirais, quand il est un individu. Hein, il veut comprendre pourquoi, il veut savoir qu'est-ce qui s'en vient, il veut savoir qu'est-ce qui l'attend. Évidemment, ça l'inquiète pour demain, pour le week-end, pour le mois prochain. Il est à la recherche de légitimité aussi dans sa vie professionnelle, parce qu'il a un titre, il a une responsabilité, il a des fonctions. Puis vous allez voir, avec Akira et Dominique, on va voir comment tout ça finalement, peut évoluer. Mais cette légitimité-là, est assise probablement sur une expérience, une expertise, une compétence, un regard, une spécialisation. Et on a fait le choix, ou plutôt les organisateurs ont fait le choix d'amener 3 personnes, nous 3, qui sont des espèces de généralistes. Et on pourrait interpréter qu'être généraliste, c'est une mauvaise chose. Hein? Peut-être que le spécialiste est meilleur, mais le spécialiste, le danger avec la spécialité, c'est d'avoir un seul regard, un seul angle. Et un des angles, d'ailleurs, moi je suis professeur au département de marketing, Akira me demandait ce matin qui je suis, et je déteste cette question-là. Et je suis professeur de marketing et c'est incroyable parce que résolument ce matin, dans les 2 jours, on ne parlera pas de marketing, on parlera encore moins de communication. Et c'est un choix très volontaire et très audacieux, est très nécessaire parce qu'on pense que le tourisme, essentiellement, c'est un remélange, de gens qui opèrent et de structures publiques qui font de la publicité et que si on fait beaucoup de publicité, il y aura beaucoup de touristes. Or, question de légitimité, pendant 2 ans, enfin, les mobilités étaient interdites ou à peu près, et pourtant, il s'est fait du tourisme, et pourtant, il s'est fait une découverte de l'autre, et pourtant, il s'est fait des déplacements, et pourtant, la Bretagne, sans surprise, a, je pense, carburé et cartonné beaucoup. Et il y a des raisons pour ça. Parce que la Bretagne signifie quelque chose dans l'imaginaire des gens. Et donc, ça questionne la légitimité du marketing, puisqu'on n'a pas eu besoin de mettre beaucoup de fric dans des campagnes pour ce faire. Je le dis, évidemment, c'est jamais arrivé en France, c'est juste en Amérique du Nord que ces choses-là arrivent.
Les structures publiques, voyant qu'elles devaient faire quelque chose, la légitimité, en disant, ben nous, on sait faire ça de la com, alors on a pompé au Canada 200 millions de dollars de plus à la structure Destination Canada pour amener plus de touristes canadiens à se déplacer. Alors, on est d'accord, on ne pouvait pas quitter le pays, on ne pouvait pas aller aux États-Unis, la frontière a été fermée pendant 19 mois, et ça a pris 200 millions de dollars supplémentaires pour nous convaincre de voyager où on n'avait pas le choix de voyager. Et soyons honnêtes, il n'y a pas un Canadien, il n'y a pas un Québécois qui a choisi le Canada parce qu'il avait vu une publicité, il n'a pas vu la publicité. Donc, on doit revenir à cette question-là, cette question de la légitimité et du sens. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les outils que nous avons? Qu'est-ce que nous avons compris de ces 2 années de pandémie, de crise, qui nous expliquent les mécanismes réels, profonds et sociologiques, je dirais, et humains et psychologiques, de cette volonté de se sortir du quotidien pour aller ailleurs. Maintenant, je vous ai dit également qu'on ne ferait pas de prospective. Je n'avais pas dit que je faisais un monologue. Je vais terminer bientôt. Il y a eu beaucoup d'experts qui, dès la première année de la pandémie, du haut de leur expertise, nous ont expliqué un certain nombre de trucs. Et j'explique ma conviction profonde que la prospective est impossible. La fin n'est pas connue. Ce n'est pas une série Netflix, on connaît Netflix. Quand la série est tournée, il y a un scénario, la fin est connue. Et donc, il y a eu des experts qui sont arrivés comme si c'était une série Netflix et eux nous annonçaient. Puis il y avait deux scénarios. Enfin, le premier qui était il y aura des vaccins, donc les brillants savants américains, évidemment, je suis au Canada, donc on pense que c'est les Américains qui ont tout fait, vont inventer un vaccin, ça va prendre 1 an, nous serons tous vaccinés sur la Terre entière, la COVID va être battue et tout recommencera facilement. Les frontières se sont fermées du jour au lendemain, elles vont s'ouvrir. Et là, on va avoir encore 1,5 milliard de voyages internationaux, ça va se faire comme ça. J'étais de ceux qui doutaient beaucoup et je suis content d'avoir douté parce que ça ne s'est absolument pas passé comme ça. La fin n'est pas connue. Et si on était ici pour vous annoncer du haut de notre vague généralité de généralistes, ce qui sera dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, on ne le sait pas. Mais ce qu'on sait assurément, c'est qu'il y a eu des changements profonds dans les êtres humains, dans leur pratique sociale, dans leur pratique professionnelle. Je parlais avec les organisateurs, je vois ici Emmanuel, voilà, Élodie qui avait peur en disant « je ne réponds pas au téléphone quand ça sonne », ça va être quelqu'un qui annule pour dire qu'il ne peut pas, comme intervenant, être présent et qui veut le faire en ligne à la place. On a développé des craintes, on a développé des mécanismes, on a des gens qui nous regardent à distance. Vous avez fait le choix, puis je le comprends, je ne le juge absolument pas, du confort, de se dire, bien, on est bien comme ça, on n'a pas besoin de se déplacer, on n'a pas besoin de trouver du parking. Bref. Premier élément, il n'y a pas de connaissance. On parle de la guerre en Ukraine, et là aussi partent les espèces de scénarios fabuleux. Le vilain président Poutine va être abattu par sa garde rapprochée. L'armée va arriver, les Ukrainiens vont, tout reprendre le territoire, et ça va être fantastique, et après coup. Et non, qu'est-ce qui nous attend? Ce qu'on sait vaguement, c'est que le prix des énergies va exploser, la chaîne logistique qui était mise à mal par la COVID va aller encore plus mal. Il y aura des famines, et pour faire changement, ça sera toujours nos amis africains qui vont casquer au final. C'est pas très réjouissant, je m'excuse un petit peu là-dessus. Mais il y a quelque chose de réjouissant, effectivement, dans le fait que nous sommes des acteurs de meilleur, 3 éléments à la conférence, à la table ronde inaugurale, de meilleur vivre ensemble. Et ça, c'est rassurant. Parce que ça existe, ça se fait, ça se voit, ça se mesure, ça se retrouve, et c'est une réalité. La deuxième, la vice-présidente l'a bien dit, responsable du tourisme, a parlé de singularité. On va essayer de se poser la question, c'est quoi être singulier? C'est quoi être en Bretagne? C'est quoi être breton? Et je pense qu'on va essayer de tuer un peu. Nos amis de Copenhague avaient essayé de le faire il y a quelques années, mais avaient transformé ça en communication en disant c'est la fin du tourisme. Il n'y a plus de tourisme. Il y a juste des Bretons d'un jour, d'un week-end, le temps d'un congrès. Nous serons tous Bretons. Si on est en Bretagne, on est Bretons. L'idée était bonne, mais ils l'ont juste transformée en marketing et en communication et en compte Instagram. Et on va se poser la question. Et c'est ce que le travail qui est fait par la région, particulièrement, c'est de se dire concrètement, ce choix volontaire de s'établir, de visiter de façon permanente ou courte,
La Bretagne s'explique de raison d'un imaginaire, encore une fois, d'une conception de ce qu'est la Bretagne, et qu'on aura choisi, finalement. On aura choisi de tous les endroits sur la planète où on peut aller, on aura choisi la Bretagne. Et c'est ces mécanismes-là qu'on va essayer de comprendre, qu'on va essayer de discuter. Avec deux regards, à ma droite, Akira Lavo, qui nous expliquera pourquoi elle a choisi la Bretagne, qu'est-ce qu'elle fait, quel est son parcours qui est fabuleux. Vous allez voir un parcours fabuleux. Et Dominique aussi. Et Akira, donc, on sent la référence japonaise, je crois. Je ne vais pas tricher un petit peu. Dominique, les références sciemment égyptiennes, syriennes, me disais-tu tout à l'heure. Italienne, donc voilà. Nous sommes tous, comment dire, des citoyens du monde. C'est un petit peu gnangnan de dire ça. Et donc, je vais m'asseoir subtilement, après avoir fait ce long soliloque. Et je vais te poser la question, Akira. Qui es-tu? Qu'est-ce qui t'a amené à t'installer en Bretagne et à faire le truc fabuleux que tu fais? Juste nous présenter ça, et je vais être fou de joie. Folle de joie à l'idée de répondre à cette question. Je la déteste autant que toi. C'est une question compliquée. Eh bien déjà, bonjour à toutes et à tous. C'est un énorme honneur d'être là, et pour les quelques têtes en plus que j'ai reconnues là dans le public, voilà, je suis toute émue, et je viens là avec beaucoup d'humilité d'un parcours qui n'est pas vraiment un parcours d'acteur du tourisme. Moi, je viens plutôt du monde à la fois du développement international, de la solidarité internationale. Moi, je travaillais en ambassade en Afrique de l'Est, à la fois pour la diplomatie française puis la diplomatie britannique. J'ai fait des études de sociologie appliquée à l'Afrique. Et donc, tu parlais d'incertitude tout à l'heure. Qui aurait cru que là, en 2022, je vienne parler ici devant vous tous dans un contexte aussi prestigieux? C'est assez fou. Moi, je suis aujourd'hui donc cofondatrice d'un projet qui s'appelle Maison Glaze, qui se trouve sur la presqu'île de Gavre, dans le Morbihan. C'est l'entrée de la rade de Lorient. Et c'est un ancien centre de vacances de militaires, d'enfants de soldats, qui, avant ça, était une zone militaire pendant 300 ans, et qu'on a reconverti pour en faire un camp de base au service de l'action climat. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je peux te dire de plus? Tu as dit plusieurs choses. Tu as dit sociologie, tu as dit climat, tu as dit t'installer en Bretagne, tu as dit récupérer une friche militaire. C'est un projet quand même singulier. Pourquoi là? Pourquoi avoir quitté le confort de la diplomatie et des ambassades? Alors, c'est un parcours qui, évidemment, est un parcours, on parle un tout petit peu perso du coup, c'est évidemment un choix de vie individuel. Il y a une raison d'abord d'amour. Moi, je suis en couple avec un beau Breton que j'ai rencontré en Afrique, et c'est lui qui m'a emmenée dans ce coin-là. Ça, c'est en Bretagne. Donc ça, c'est la première chose. Mais par ailleurs, le projet Maison Glaze, il vient aussi, c'est un vrai choix professionnel. C'est un choix de vie radical. Après avoir crapahuté en Afrique pendant 5 ans, j'ai intégré l'Agence française de développement, puis j'étais en charge là-bas, au siège à Paris, des partenariats avec le secteur privé et puis avec l'économie sociale et solidaire. Et mon quotidien, c'était un quotidien qui était 400 mails par jour qu'on reçoit. On en envoie 100 autres, généralement des scuds qu'on envoie avec toute la planète en copie. Et généralement, en plus, il y a des collègues qui sont assis juste à côté de soi, dans un bureau. Et ça ne me plaisait plus du tout comme vie. Donc ça, c'était un premier élément. Et puis après, moi, je trouve qu'il y a dans chaque changement, en tout cas les changements individuels, il y a une sorte d'équation. Il y a une équation du changement à 3 facteurs, qui est la première chose, c'est sa capacité de résistance à une situation qui ne nous satisfait pas. Moi, ma capacité de résistance commençait à franchement s'effondrer. Je n'avais plus du tout envie de rester là-dedans. Et puis, le deuxième facteur, c'était un projet alternatif qui commence à maturer et qui est pondéré, lui, par une capacité par un facteur de réalité. Et ça prenait de plus en plus de place. C'était un projet de tiers-lieu.
Et je reviendrai, je pense, dans le cours de cette conversation sur ce que c'est un tiers-lieu. Mais un tiers-lieu et travailler sur les questions de revitalisation des milieux ruraux, qui étaient mes premières amours au départ. Et puis le troisième petit facteur là-dedans, c'est les premiers pas. C'est qu'est-ce qui fait qu'il va y avoir un accident de la vie, une rencontre, quelque chose qui permet à ce changement en fait, de voir le jour. Et ça, c'est beaucoup la rencontre avec le maire de Gavre, et sa volonté à lui de donner une nouvelle vie à ce centre de vacances. Et c'est ce qui a fait le grand saut, quoi, le grand plongeon là-dedans. Il voulait en faire quelque chose de nouveau. Il aurait pu faire comme tous les autres gens, faire un centre de thalassothérapie pour les riches britanniques ou russes. C'est le choix qu'il a fait, non? Oui, c'était un vrai choix de courage politique, d'une certaine part. Il y a eu et je dis ça parce qu'il y a eu beaucoup de débats au conseil municipal. L'enjeu, c'était sur cette infrastructure-là, sur cet équipement, soit on fait un projet qui continue de spécialiser le territoire Gavre. Il faut imaginer, c'est la plus petite commune littorale du Morbihan. C'est 690 habitants à l'année, 60% aussi de résidences secondaires dans l'habitat. Et donc, c'est un territoire qui s'est progressivement hyper spécialisé dans l'économie touristique. Donc, l'enjeu, c'était de se dire, soit on continue de travailler, de tirer ce fil-là, avec des habitants qui n'avaient pas forcément envie de ça. Et d'un autre côté, une volonté d'une partie du conseil de dire, oui, mais il faut des emplois, quoi. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cadre-là? Et le maire, à ce moment-là, a eu un geste politique qui était assez fort. Il s'est opposé à la vente de cet équipement. Et la mairie en a fait l'acquisition. Ils ont préempté en mobilisant tout un tas de financements. Et ils ont préempté en disant, nous, ce qu'on veut pour cet endroit, c'est que ce lieu participe de la revitalisation du territoire, qu'on ramène des jeunes, qu'on ramène des enfants à l'école, qu'on ramène des ménages qui peuvent faire vivre le territoire à l'année. Et ça, c'était le cahier des charges de départ. Et c'est effectivement un geste politique qui a mené avec un soutien sans faille du projet depuis le démarrage et qui a mené ici. Mais on est d'accord, il y a deux visions du tourisme ici qui s'opposent, je dirais. C'est-à-dire le premier, faire quelque chose pour l'étranger, dans un sens étranger à la région Bretagne. Et nous allons nous endetter collectivement pour faire un truc qui ne s'adressera pas aux Bretons et encore moins aux habitants du village. Ou l'autre, de dire, on y va peut-être dans un modèle économique moins certain et moins capitaliste et connu, et on va en faire quelque chose qui sera avant tout destiné, conçu, pensé au bien-être des habitants. Il y avait quand même, c'est un choix qui n'est pas habituel, là, qui est un peu tu es passé par la finance, toi, donc tu connais un peu... Oui, en fait, je ne crois pas que ce soit forcément un truc blanc ou noir, une alternative de ce type-là. Je crois que le maire a fait plutôt le choix de la confiance. Il s'est dit, il n'y a pas d'opposition franche entre des gens venus de dehors. D'ailleurs, nous, on n'utilise pas le mot touriste. Chez nous, c'est absolument interdit, on dit visiteur. Et notamment parce que dans le projet Maison Glace, donc, il y a une partie, donc le modèle économique vit sur de l'accueil, d'hébergement de courte durée et de l'événementiel. Les visiteurs que nous avons proviennent de 40% du Morbihan. Donc on ne peut pas dire que les Morbihanais soient des touristes en Morbihan, quoi. Donc c'est vraiment, il n'y a pas d'opposition, il y a une question de visiteurs, de promeneurs, et puis il y a les voisins. Et ça, c'est un mélange qu'on essaye de faire, une rencontre qu'on essaye d'organiser au quotidien, dans la pluralité des activités qu'on a. Et pour le maire, lui, il s'était dit, il n'y a pas d'opposition à ces deux publics-là. Il y a peut-être surtout des rencontres à faire, une fertilisation à aller chercher, puisque on a, dans sa tête, c'était aussi l'idée, c'était de travailler sur des projets de territoire qui puissent avoir des modèles économiques viables, en travaillant sur ce qui fonctionne, quoi. Et l'économie touristique fonctionne, je veux dire, sur ce territoire-là d'ultra-littoral. Je serais un peu curieux. Un des points, un des trois sujets qu'on doit apporter, c'est la question de l'identité. Je vais te poser la question à Kira et ensuite à Dominique. L'identité peut générer, dans ma tête de Québécois,
deux choses. Un repli sur soi le plus absolu. Il y a un conservatisme et un refus de changer en disant nous sommes ceci, voici ce qui est québécois. Ça a été établi il y a 200 ans et si tu veux être québécois, c'est comme ça que tu dois être. Bon, tu dois être catholique, francophone, blanc. Hein. Et il y a des choses très laides, je dirais, là-dedans, puis pas besoin d'en dire plus. Et il y a l'autre où l'identité qui est assumée avec confiance et je suis un peu curieux de t'entendre là-dessus et je me suis rappelé en se parlant d'une citation qu'on attribue à Mahler. Et semble-t-il que ce n'est pas le cas, mais enfin, la citation est à peu près la suivante, je vais me tromper, je le sais. C'est la tradition, ce n'est pas vénérer les cendres, mais c'est plutôt de continuer à nourrir le feu. Donc, de ne pas avoir une vision figée dans le temps de ce qui était et ce qui est devenu des cendres. Puis c'est intéressant parce qu'on parle ici de friche. Donc, on aurait pu dire, bien, c'était quelque chose de militaire et donc, si on le réhabilite, ça ne doit être qu'en fonction de ce que c'était purement au moment de la construction. Alors, qu'est-ce que ça te fait? Puis après ça, l'architecte et le gars de design que tu es, Dominique, je serais curieux de voir aussi, parce que puis on est peut-être dans une illustration ici, dans ce couvent qui est à la fois, n'est plus un couvent, qui est à la fois le passé, le futur, le présent. Alors, ça a été comment pour toi, cette expérience-là de l'identité bretonne? Alors, je pense qu'il faut répondre. Il y a deux niveaux de réponse à cette question. La première, c'est effectivement, Gavre, c'est une toute petite presqu'île avec une mentalité de presqu'îlien, voire même d'îlien tout court. Et d'une certaine manière, on aurait pu se dire, mais pourquoi faire un truc à cet endroit-là? En réalité, quand on est îlien, on aime aussi l'insolite, l'insularité, le côté unique au monde. Et je crois qu'il y avait justement dans cette identité-là, qui est une identité très particulière, une vraie envie de revendiquer quelque chose d'un peu alternatif, quoi. Et ça, Gavre, si vous venez nous voir sur la presqu'île, vous allez voir qu'il y a un comptoir, un café-librairie qui est exceptionnel, un vrai luxe d'avoir ça pour 690 habitants. Vous avez une hospitalité qui est dingue. Vous allez avoir une école de kitesurf dans des anciens baraquements militaires, etc. Un fournil bio qui s'installe juste en face par multiples reconversions d'un avocat et d'un ingénieur, etc. Enfin, c'est un territoire qui est très attachant pour ça et qui aime bien revendiquer ce côté on ne fait pas les choses comme tout le monde. Et puis, donc, est-ce que justement dans ces territoires où on peut présupposer qu'il y a un conservatisme, etc., la réalité est tout autre, et notamment parce que quand on est insulaire aussi, il y a là on est sur une terre de marins, c'est des gens qui ont traversé les océans, qui ont une vraie tradition d'ouverture aussi chez eux. Quand on est insulaire, on n'est pas non plus autonome. Et il faut, pour pouvoir manger, faire du commerce, etc., avoir une vraie qualité aussi de relation et d'ouverture. Et donc voilà. Et puis par ailleurs, et ça c'est plutôt quelque chose du côté de l'entrepreneuriat, moi je crois vraiment que dans ces terres-là, et quand on porte des projets entrepreneuriaux, notamment pour tous les entreprises, les professionnels du tourisme qui sont ici, être entrepreneur, c'est avoir une envie de changer un état de fait, d'amener quelque chose, un petit quelque chose où on a envie de faire les choses un peu à sa façon aussi, ou poser quelque chose dans le monde. Et ça, voilà, c'est chouette. On va y revenir sur les questions des modèles parce que 13 millions de visiteurs, bon, on est bien content, mais la question est quel type de rencontre on veut avec la Bretagne, les Bretons, les Bretonnes, et quel type de tourisme. Et vous savez, je parlais de marketing tout à l'heure, les touristes, on ne les commande pas par container. Hein? On ne dit pas on va en rajouter un peu, puis on en voudrait un petit peu de ce coin-là. Les visiteurs en question, j'aime bien l'expression visiteurs, sont des gens, on le sait, puis on parlera de démocratisation cet après-midi, sont des gens qui ont les moyens de leurs envies, hein, qui sont capables de choisir d'aller sur la planète et ils ne sont pas sont pas réceptifs à nos messages en disant la région, le CRT nous a demandé de venir, donc on y va, on obéit. C'est absolument pas ça. Et donc, Dominique, qui est une superstar du design et qui est devenue, depuis sa présentation l'an dernier, virtuelle, mais quand même sentie, est devenue une superstar du tourisme. C'est ça. C'est quand même pas rien, là, hein, bravo. Je voyage tout le temps. On t'a créé ici, là, on a fait de toi ce que tu es. Là. Je suis né ici.
qu'est-ce que le design nous dit de ce que tu viens d'entendre, de ces identités, des singularités de la Bretagne? Qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce que tu nous dis de ça? Je vais répondre à la question que tu ne m'as pas posée. D'abord, c'est Tu vas bien? celle de l'identité. Non, celle de l'identité, parce que moi, c'est un mot que je déteste, en fait. Le mot identité, je suis désolé, hein, je sais, je parle à des Bretons, c'est hyper fort, l'identité bretonne, mais le verbe être, le verbe identité, le verbe être et le mot identité, pour moi, c'est des mots qui sont des prisons. Voilà. Et moi, quand on me dit qui tu es, je ne sais pas, en fait. Je vois bien de quoi j'ai hérité, je vois bien, mais je sais où je vais, par contre. Moi, je connais ma destination, mais qui je suis, je ne sais pas. Je pense que depuis Freud, on sait qu'on ne le sait pas, en fait, parce que 95% de nos décisions, on les prend sans savoir pourquoi. Donc, on ne peut pas prétendre qu'on sait qui on est, parce qu'on ne sait même pas comment et pourquoi on prend les décisions. Donc, cette idée d'identité, moi, j'ai un peu de problème. Par contre, l'idée du projet, où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on pense qu'on va, parce qu'on peut changer de projet en cours de route, ça, oui, je vois bien. Si je suis quelque chose, je suis en mouvement. Voilà, ça, c'est certain. Je suis en mouvement. Je pense savoir vers où, mais ça peut changer. Et ça, je pense que c'est très, très important parce que ça nous fait sortir de cette idée que le monde est déterminé, il est connu, parce que quand on dit qui on est, quand on répond à qui on est, c'est qu'on a une réponse. Hein, c'est incroyable. Comment peut-on prétendre savoir qui on est? Je pense que c'est impossible. Et donc, il est plus important, plus fort de dire que voulons-nous. Voilà. Et c'est pas la même chose que de dire qui je suis, parce que qui on est, ça peut pas valoir projet en fait. Alors que ce qu'on veut et ce qu'on veut personnellement, ce qu'on veut collectivement, ça peut construire projet. Et ça, je pense que ça change tout. Alors le design là-dedans, eh bien, je viens de prononcer le mot projet. Design, c'est la culture du projet. Design, ça vient d'un mot italien. Tout le monde ne le sait pas. Tout le monde pense que le design, c'est à voir avec ces trucs-là, ce sur quoi vous êtes assis, ou éventuellement les costumes que vous portez. Voilà. Mais c'est pas ça le design. Le design, c'est la culture du projet. Design, ça vient d'un mot italien. C'est le mot disegno. Et disegno en italien, ça veut dire deux choses. Ça veut dire le dessin. Je dessine le dessin. Mais ça veut dire aussi le dessin, EIN, c'est-à-dire le projet. Donc le design, c'est la culture du dessin EIN, c'est-à-dire la culture du projet. Il y a un verbe français qui se souvient bien de ce petit G qu'il y avait dans le vieux français, qu'on a dû prononcer dans ces espaces dessin. Il y a un G à la fin de dessin, parce que ça venait de disegno. En traversant la Manche, c'est devenu design. C'est le verbe désigner. Le verbe désigner, voilà, je pointe du doigt l'endroit où je veux aller, ce que je veux, voilà, là où je me projette, ça s'écrit exactement comme designer, hein, c'est la même orthographe. Et pour la bonne et simple raison, c'est que ça vient du même mot. Ça vient du mot design, justement. Le dessin IN, le dessin EIN étaient avant deux orthographes différentes pour le même concept, celui de plan. Un plan, c'est à la fois un dessin et c'est un projet. Et donc, le design, il a à voir avec tout. C'est-à-dire que rien n'y échappe. Et donc, le tourisme non plus. Le tourisme n'échappe pas à cette idée du design, c'est-à-dire l'idée du projet. Et en quoi, à mon avis, le design, tout d'un coup, s'impose, et par la même occasion, ton serviteur, parce qu'en fait, ça fait plein de fois qu'on m'invite à participer à des réunions sur le design. J'étais encore en Bourgogne l'année dernière, j'étais en Corse aussi, j'étais en Bretagne. Enfin, pourquoi? Parce que le tourisme est probablement la plus belle métaphore de ce que c'est que vivre ensemble. Véritablement. Parce que non seulement ça a à voir avec les lieux où nous vivons, parce que les habitants d'un lieu sont les acteurs du tourisme, sont les premiers acteurs du tourisme, qu'ils soient eux-mêmes des acteurs au sens industriel du tourisme, ou qu'ils soient simplement qu'ils fassent partie de ce qu'on appelait avant le décor, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout les parties prenantes du tourisme, ils sont là comme s'ils étaient des figurants, mais ils ne sont pas des figurants, ils sont absolument partie prenante de ce qui relève de la chose la plus importante dans le tourisme, à savoir la relation aux autres, en fait. C'est aussi la métaphore du vivre ensemble, parce que dans une situation touristique, il y a des gens qui viennent d'ailleurs. Alors, tu disais des visiteurs. Moi, j'ai un autre mot que j'aime bien, c'est le mot d'hôte.
Parce qu'un hôte, ça veut dire à la fois celui qui accueille et celui qui est accueilli. Et donc ça uniformise absolument la position de tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde est l'hôte de quelqu'un. Tout le monde. D'accord. Cette idée d'hôte, elle nous ramène au vivre ensemble dont tu as parlé. C'est-à-dire que de quoi s'agit-il ? Il s'agit de savoir comment on crée les conditions pour vivre ensemble. Et le dire comme ça, c'est affirmer, et tu as prononcé le mot plusieurs fois, Akira, qu'en fait, le tourisme, c'est juste une situation politique. Ce n'est que ça. Il s'agit de vivre ensemble. Il s'agit de vivre ensemble, les habitants d'un village, d'un département, d'un territoire. On vit ensemble. Et d'ailleurs, on vit ensemble au même endroit. Et on définit les conditions de ce vivre ensemble, qui soient à la fois sociales, culturelles, économiques, industrielles, parfois. Mais c'est aussi les conditions de vivre ensemble, et ceux qui passent par là et qui nous font l'honneur d'être bretons le temps d'un jour, de 2 jours, 3 jours, d'une semaine. Ils sont nos hôtes, comme nous sommes les leurs. Et là encore, c'est une situation politique, c'est-à-dire que nous accueillons, quelque part, des gens qui vont participer de notre vie commune à un instant donné. Et en quoi le design, tout d'un coup, cette culture du projet devient déterminante ? Elle devient déterminante parce qu'on sort d'un modèle industriel, qui était celui dans lequel était le tourisme, comme tout le reste d'ailleurs, c'est absolument tout le reste, c'était du modèle industriel, c'est-à-dire qu'en fait, nous ne savons plus pourquoi nous faisons les choses, mis à part le fait que c'est pour créer de la valeur, pour nous permettre de subvenir à nos besoins. Mais comme si on était dans une sorte de ligne d'assemblage, le tourisme devient une ligne d'assemblage, comme le reste, en fait, les administrations, les écoles, absolument tout est une ligne d'assemblage. Et c'est le problème, c'est le problème de la spécialité dont je parlais tout à l'heure. Il y a une expression québécoise, peut-être qu'elle est partagée ici, qui dit « il y a le projet », donc je parle de projet, il y a le projet, mais il y a aussi le trajet. Et qui a un peu ce sens-là, de dire c'est chouette d'avoir imaginé le projet, mais il faut imaginer comment se rendre, et donc ça amène une projection d'un avenir possible. Et je fais le petit parallèle parce que la question de l'habitant puis du vivre ensemble n'est pas nouvelle, mais ces déclinaisons sont difficiles. Et je m'étais amusé, puis je partage ça, il y a quelques années, je disais, imaginons qu'au lieu que ce soit la Bretagne, que ce soit notre territoire, on mette ça à l'échelle de ta maison, ma maison, ta maison. Et j'ai l'impression un peu, avec ces filières-là logistiques, qu'on prend le contrôle de ta maison et là, on dit, ben écoute, voilà, des gens vont venir chez toi et là, il y a quelqu'un, une directrice, un directeur vient me voir et me dit, il faut que tu sois poli, il faut que tu leur racontes une histoire, il faut que tu les accueilles, il faut que tu leur donnes à manger dans ta maison. Et est-ce que je peux dire quelque chose? Non, parce que c'est très important pour nous que ta maison soit parfaite, puis qu'elle raconte une histoire et que tu sois très accueillant. Je fais comme, oui, mais c'est parce que c'est chez moi, ça. Je n'ai pas choisi. D'habitude, je choisis qui vient chez moi. Et donc, la métaphore a 2 problèmes. C'est d'une part, effectivement, cette fermeture, ça ne veut pas dire qu'on va choisir qui est digne de venir en Bretagne, mais inversement, on a souvent amené l'habitant comme une espèce d'acteur bénévole de visée économique, de visée commerciale, de visée financière, qui serait une logique où, ben, écoute, c'est très important pour nous que les 13 millions de visiteurs soient très confortables. Il y a un peu cette question-là, non? Comment on réintègre cet aspect d'écosystème et d'équilibre? Le projet, le trajet, c'est la même chose pour moi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de projet sans chemin vers le projet. C'est-à-dire que sinon, on est dans un fantasme de projet. Le projet, ce n'est pas la destination uniquement, c'est aussi la manière dont on va l'accomplir. Et c'est en ce sens-là qu'on est dans... Parce que qu'est-ce qu'un projet politique si ce n'est une destination, mais aussi le chemin pour y aller? C'est-à-dire qu'on voit bien combien c'est difficile de créer une démocratie, par exemple, simplement, ou de mettre en œuvre les projets d'un mandat. Ben, on a 5 ans pour mettre en œuvre le projet d'un mandat. Ton projet... il est né dans ta tête, à un moment donné, dans la tête d'un certain nombre de personnes, et puis ça va mettre un certain temps à être mis en œuvre. Et la manière dont ça va être mis en œuvre est à l'image du projet. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre en œuvre des valeurs dans le trajet qui sont en contradiction avec les valeurs que le projet est censé incarner. Et entre autres, celles de solidarité, de respect, d'inclusion, d'écologie, de respect de l'environnement, de la biodiversité. C'est impossible d'imaginer, alors à la fin, ça sera comme ça, mais pendant tout le trajet, ça ne va pas du tout être comme ça. C'est-à-dire qu'on va être en contradiction avec ce qu'on va proposer à la fin. Ce besoin de cohérence, ça a une application énorme sur la manière dont on va intégrer toutes les parties prenantes dans la construction du projet. C'est-à-dire que là aussi, on sort de l'industrie en disant, il y a des gens qui savent, il y a des gens qui font, puis il y a des gens
qui ne savent pas, qui ne font pas, d'ailleurs, on ne leur demande pas leur avis. Typiquement les habitants, il va se passer quelque chose, vous allez voir, ça va être fantastique, croyez-nous, dans 5 ans, vous serez super contents. Ce n'est pas possible. Donc il faut que toutes les parties prenantes, absolument toutes les parties prenantes, soient intégrées à la proposition, pas simplement en les informant, mais en faisant les co-créateurs de la proposition. Et tout d'un coup, se dire qu'on va aménager un territoire de telle manière à ce qu'à la fois des gens, des hôtes qui passent et qui peuvent venir du bourg d'à côté, mais du point de vue de celui qui habite dans ce territoire-là, c'est quelqu'un qui vient de l'extérieur. Les gens qui vivent là, les gens qui ont contribué à la production de tout ça, quelle que soit la durée de la production, ils sont des égaux, partie prenante d'un projet dont ils connaissent absolument la destination et le sens. Tu parlais de sens tout à l'heure, la quête de sens. Bien, tout d'un coup, tous ces gens-là sont partie prenante du projet, ils en sont même le propriétaire, qu'ils en soient les fabricants ou les bénéficiaires, qu'ils en soient les spectateurs, mais il n'y en a plus de spectateurs, il n'y a plus que des acteurs, ou effectivement les acteurs directs. On est dans l'expression exacte du projet politique. Il n'y a pas de plus grand projet politique que celui-ci, que de se dire, OK, nous savons où nous allons, c'est là-bas, nous allons tous y contribuer d'une manière ou d'une autre, et nous allons le faire dans le respect des valeurs qui sont celles du projet politique que nous portons, à savoir le respect des autres, le respect de l'environnement, le respect de la biodiversité, le travail sur le réchauffement climatique, etc. J'ai envie, parce que là, on pourrait dire, on est tous les deux profs, donc on vit dans un monde imaginaire hein, où tout est parfait, en théorie, bien sûr. Mais là, Kira, tu nous as parlé d'un projet tout à l'heure. Tu as parlé d'un maire qui a finalement fait un cahier des charges et qui a fait le choix, non pas de dire, ben voici le produit final de cette friche militaire, mais voici l'intention, voici le projet. Et toi, tu arrives et tu as fait concrétiser de toute pièce un projet dans lequel toutes les dimensions que tu as apportées, Dominique, à la fois de durabilité, d'environnement, de résilience, de communauté. Tu me parlais dans ton petit village, c'est quel pourcentage de la population a plus de 80? Là, je ne sais pas si c'est 30 ans. 30%. 30%, c'est beaucoup. Comment ça s'est matérialisé? Parce que c'est exactement ça qui est arrivé. Oui, eh bien, c'est une question d'intention encore. Une question d'intention à la fois des élus, puis une question de... En fait, c'est une rencontre même d'intention avec un S, puisqu'il y a effectivement le projet aussi qu'on porte chacun là, dans l'équipe des cofondateurs d'un projet presque d'émancipation individuelle aussi, de reconversion, de transition professionnelle, choses de ce type-là. Et puis une intention collective d'expérimenter quelque chose à cet endroit-là. Et cette intention collective, elle se matérialise aussi dans une association. En fait, Maison Glace, c'est un drôle d'objet pour lequel on a une emprise qui est propriété de la mairie, de la municipalité de Gavre, qui est mise en gestion par une entreprise qui est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, une entreprise d'insertion aujourd'hui, et puis une association de quartier, une association d'habitants qui vient tout juste de faire son AG là, ce week-end-ci, et qui est simplement une expression d'une envie de vivre ensemble et de se marrer en fait, quoi, de se marrer au service du lien social, du lien intergénérationnel, puis de remettre la vie, en particulier hors saison, sur ce lieu. Et après, dans ces intentions, elles peuvent s'expliquer de façon, on va dire, très générale, politique, sur un joli projet et tout, et puis elles s'expriment aussi dans le quotidien par des choix d'exploitation. C'est là qu'on repart dans le monde professionnel, quoi. Elle s'exprime dans le quotidien. Si on dit qu'on a envie de travailler sur la revitalisation du territoire, ça veut dire qu'on est ouvert tous les jours, toute l'année. Et dans ce cas, ça a une implication économique qui est très forte, qui est de dire que où est-ce qu'on gagne des sous? On en gagne, mais par contre, on ne fait pas de profit. Donc on va travailler là sur une logique de rentabilité. On paye toutes nos charges, comptablement, on est tout bon et tout. Par contre, la marge qu'on génère en saison est une marge qui est redispatchée et réaffectée hors saison sur le maintien d'emplois à l'année. Voilà. Donc ça, c'est des choix d'exploitation très concrets qui procèdent au départ d'une idée politique qui est de dire
On travaille sur la revitalisation. De la même manière, parmi les sujets qu'on travaille via ce projet-là, il y a la notion de la revitalisation de territoire, hein, mais il y a aussi ce côté... et d'ailleurs, comment est-ce qu'on fait pour revitaliser un territoire comme ça? Et c'était la proposition de départ. Monsieur le maire, si vous voulez qu'on accueille des actifs, faisons le pari du télétravail. C'était avant le confinement. À l'époque, personne ne pensait qu'on puisse télétravailler depuis loin des métropoles. Bon, en l'occurrence, le confinement a fini par nous donner raison. C'était assez drôle. Mais voilà, donc il y a tout un tas de choses autour de ça, donc de l'accompagnement des transitions professionnelles, des transitions géographiques, travailler sur les gens qui veulent... ce qu'on appelle maintenant d'ailleurs les résidences secondes. Je ne sais pas si vous connaissez ce truc-là. Oui. Donc, là, c'est plus des gens qui sont dans des résidences secondaires, mais ils alternent entre quelques jours au bureau et puis le reste du temps dans une résidence qui est plus celle qui est à côté du bureau, mais qui est celle qui est à côté de leur lieu de vie. Donc, bref, on a ce phénomène-là. Alors, transition sur ces questions de transition professionnelle, si on veut accueillir ce public-là, ça veut dire mettre en place une partie coworking, travailler sur un centre de formation, faire en sorte de pouvoir accompagner des gens dans des transitions professionnelles, être entreprise d'insertion, etc. Donc ça fait partie on va dire, du cahier des charges pour le coup de la mairie. Et puis après, la mairie, encore une fois, ils ont vraiment fait le choix de la confiance. Et c'est un truc de fou, quoi, quand on y pense, de se dire que ces élus-là ont dit, nous, on a entendu parler du fait que un peu partout à travers la France, le mouvement des tiers-lieux, c'est aujourd'hui plus de 3000 lieux en France, 300 en Bretagne, dont certains font de l'accueil de voyageurs, justement, ou ont une partie de leur modèle économique qui est fondée sur de l'accueil de voyageurs. Et lui, il avait entendu parler de ça, du fait qu'il y avait des jeunes qui reprenaient des vieilles friches, des vieux bâtiments, et puis leur redonnaient une nouvelle vie en remettant en fait un jeton dans la vie locale, dans la vie économique, en créant des emplois, etc. Et nous, on a dit, écoutez, monsieur le maire, si effectivement on peut faire ça, mais il ne suffira pas juste d'ouvrir un espace de coworking et puis d'avoir un café aussi bon que le café soit, mais il va falloir aussi faire autre chose. Il faut amener déjà un surcroît d'âme, et c'est aussi ça l'intention, un surcroît de faire des efforts, faire des effets de manche pour créer des événements l'hiver, au moment où justement il ne se passe plus rien, entre guillemets. En tout cas, on est moins organisé. Donc là, c'est toute la partie événementielle qu'on a mis en place petit à petit, à la fois du point de vue associatif et du point de vue entreprise, avec une notion très claire sur climat et biodiversité. Et puis, plus largement, sur un territoire qui est un territoire d'une extrême vulnérabilité territoriale. Gavre, c'est une petite presqu'île qui est reliée au continent par une langue de sable, qui est une langue de sable qui est très fortement soumise à l'érosion du trait de côte. Et on fait partie de ces 12 communes du Morbihan qui sont signalées pour les questions, spécifiquement surveillées pour les questions de submersion marine. Et dans un endroit comme ça, où peut-être que d'ici la fin du siècle, on redeviendra une île, l'idée c'est de se dire comment est-ce qu'on organise la résilience de territoire, l'adaptation de nos modes de vie, puisque la montée des eaux n'est pas négociable en fait. Nos modes de vie, eux, le sont. Et la façon dont c'est une invitation en fait à être différemment au monde, quoi, et à habiter, à vivre différemment son territoire. Et tout ce qu'on essaye d'explorer dans notre programmation événementielle, mais aussi dans nos choix d'exploitation, dans la manière dont on va choisir nos fournisseurs. On a par exemple 98% de nos achats alimentaires sont réalisés en circuit court ou auprès de fournisseurs auxquels on peut s'approvisionner, si on le souhaite, sans voiture. Et donc ça signifie être voilà. Donc, mais ce qui est incroyable là-dedans, c'est qu'on est d'accord, c'est dans un coin perdu dont le tiers de la population est très, très, très âgée. Et ce que tu nous démontres, c'est que, il y avait une volonté politique de faire différemment, de l'innovation. Et là, je fais le clin d'œil parce que tu as dit un café coworking. Moi qui opère, je regarde Emmanuel ici, un incubateur à Montréal, et combien de gens imaginent et d'élus imaginent qu'il suffit d'avoir un local, mettre une machine à café, du Wi-Fi et des tables et,
des meubles designés de couleurs, là, ou un peu comme on a ici, là, et ça fait le boulot. Hein, non, ça, c'est pas de l'innovation. Mais ce que tu nous démontres, c'est l'innovation dans un sens où des pratiques différentes, pratiques sociales, pratiques économiques, pratiques d'affaires, etc. Et au final, ça fonctionne. C'est assez incroyable. Qu'est-ce que ça te fait, toi, comme homme de projet? Déjà, tu as prononcé le mot d'innovation. Moi, encore une fois, je préfère le mot de design que le mot d'innovation parce qu'il n'y a rien qui... Ça va être design toujours. Hein. Quel que soit votre identité, va dire c'est design, va dire projet design. En tant que président de l'association de promotion du design en France, je suis censé prononcer le mot design au moins 50 fois par jour. Et c'est calculé. Voilà, ouais, absolument, je ne suis pas rémunéré pour ça, mais je reste président grâce à ça, en fait. Et donc... mais c'est important. Pourquoi? Parce que le mot innovation, on se tire tout le monde là dans la bouche, hein, c'est-à-dire y compris des gens qui font du mal à cette planète. Aux gens. Et donc, ça ne suffit pas. Dans le mot design, au moins, il y a ce mot du dessin qui est là. On peut avoir des dessins maléfiques, hein, mais en tout cas, le dessin, a priori, il a cette connotation positive. Et tu disais, là, tu t'écrivais comme un professeur, moi comme un académique. Moi, je suis académique pas tant que ça, finalement. Je suis plutôt un entrepreneur dans ma vie, avec des dimensions académiques. Et donc, je suis parfaitement conscient de la nécessité non seulement d'avoir de grands projets, mais de se donner les moyens de les accomplir, parce que sinon, ça ne sert à rien. Parce que les gens qui ont des grands projets, il y en a plein sur la planète, mais qui ont les moyens de les accomplir, pas tant que ça. Et donc, il y a une forme, c'est assez fortement lié à la dimension de l'entrepreneuriat, finalement. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un entrepreneur? Mais un maire est un entrepreneur, hein, bien des égards. Hein. C'est un très grand entrepreneur. Un grand maire, c'est un grand entrepreneur. Et donc, ce que ça suscite en moi, c'est cette idée qu'il va falloir aussi changer de culture et de pratique, parce que c'est les grands projets, comme celui que tu viens de décrire, et il y en a d'autres, les grands projets qui sont des projets terribles, c'est toujours des grands projets, hein, c'est toujours des grands projets parce que c'est la vie des gens en dépend. Et donc, que ce soit petit, que ça corresponde à 30 000 personnes, à 50 000 personnes, ou 100 000 personnes, ou 1 million de personnes, la vie des gens en dépend. Donc, c'est toujours des grands projets. Et à la fin, ils sont fractaux, c'est-à-dire qu'on est en train de s'intéresser à la vie des gens. Voilà. Faire en sorte qu'on crée les conditions pour que ça se passe bien. Et bien, pour ça, il faut changer de culture. C'est-à-dire qu'il faut passer d'un modèle industriel où, grosso modo, il y a des gens qui savent et qui expliquent à des gens qui ne savent pas comment il faut faire ce que les gens qui savent ont imaginé ce qu'il faut faire. Voilà. C'est-à-dire, nous on conçoit et vous faites. Et puis entre les deux, les autres, ils regardent. Bon. Il faut changer ça absolument. Il faut se mettre dans une autre approche de construction de projet qui est de dire, on va définir le projet ensemble déjà. C'est-à-dire que ça ne vient pas d'en haut. C'est-à-dire qu'on peut avoir des intuitions, on peut même avoir des biais hein, à la fin, mais il s'agit de le mettre sur la table, de se dire, OK, toute la population concernée, on a besoin de votre avis. Il faut absolument que vous nous le donniez. Si vous ne nous le donnez pas, ça ne va pas bien se passer. Donc déjà ça. Ensuite, peut-être il va falloir aussi qu'on se donne un avis, ça va se poser la question. On pense qu'il faut faire ça, mais c'est peut-être la réponse à une question qui n'est peut-être pas la bonne. Et si on travaille sur la question ensemble? Donc on fait confiance à l'intelligence des gens, parce que les gens sont intelligents. Ils sont attachés à leur territoire. Et pour peu qu'on leur dise, écoutez, on va réfléchir ensemble le temps qu'il faut, ils vont devenir peut-être même des experts, certainement des experts de la question qu'on va leur poser. Et à partir de ce moment-là, on va embarquer tout le monde dans un processus qui est un processus qui n'est pas du tout linéaire, qui est un processus qui est itératif. On dit, OK, on se pose une question. On observe le terrain sur lequel la question se pose. On a 1000 idées. Ensemble, toujours ensemble. Hein. On teste. On a quelques idées. Tiens, on va en prototyper quelques-unes. On va les tester. Ça marche pas. En fonction de ce qu'on va trouver, on va développer l'idée bien plus. Et on va l'installer. Et on va se donner les moyens de la communiquer et de la partager. Et puis on va faire ça de manière collaborative. Et puis on va faire appel à plein de talents différents. Pas simplement qu'à des ingénieurs, ou à des logisticiens, ou à des économistes, ou que sais-je, ou à des consultants de cabinet. Voilà. On va essayer de faire ça ensemble. Mais ça, c'est la méthode du design. Hein? Et c'est fabuleux. Ce que je disais au début, les experts, je racontais l'anecdote, il y a un système de train léger qui est en train d'être construit à Montréal. Ça a été donné à la Caisse de dépôt. Et c'est les ingénieurs de la Caisse de dépôt qui feront ça. Et on disait comment le béton prend toute la place ici à Rennes, on le voit. Alors, ils veulent mettre pour 10 milliards de béton dans des milieux habités, dans des parcs autour des maisons. C'est quand même pas si mal. On imagine, il y a 50 ans, on sait maintenant que c'était une erreur monumentale et on va reproduire ça. C'est incroyable. Mais je reviens, ce que tu nous présentes, le terme, c'est la méthode du design. Tu es en train de nous dire que la méthode du design ne s'applique pas juste à faire des jolis mobiliers ou des jolis vêtements, mais à faire des territoires habités
Je serais curieux d'en savoir un peu plus. Akira, je te vois... Oui, en fait, c'est rigolo parce que nous, donc, à Maison Glace, aucun d'entre nous n'est au départ du milieu de l'hospitalité, ni d'ailleurs du milieu du tiers-lieu. En fait, de toute façon, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de filière structurée des tiers-lieux. On est tous en reconversion dans ce secteur-là. Et alors, quand on se retrouve... donc, moi, je suis plutôt issue du côté public, secteur public, développement territoires ruraux, etc. Mon binôme, lui, il est plutôt dans le côté process. Process et notamment il est ancien consultant en système d'information financière, etc. On a des gens qui faisaient de la gestion de projet, des chronogrammes, des choses. Bon. Et puis on se retrouve avec une date d'ouverture qui était juste après le premier confinement. Et on n'avait jamais, concrètement, jamais fait ni de ligne, ni quoi que ce soit. Puis on a quand même 26 lits hôteliers à gérer avec un gîte d'étape, 3 tiny house, donc l'hébergement insolite. Et comment on a fait ? Eh ben, en fait, on a prototypé. On a réfléchi, on a fait des parcours clients, et usagers d'ailleurs, pas que clients. On a transformé nos tiny house qui avaient été construites à Locminé. Quand elles ont été livrées, on en a transformé une en bureau. On a mis des post-it partout, puis on a dit, bah voilà, alors ça va être le parcours de la personne qui va arriver. Donc, si elle arrive, elle va faire quoi ? Prendre un café, elle va prendre machin. Bon, okay. Ça veut dire quoi en termes de besoins, de formulaires et tout, tac, tac, tac. Et puis ensuite, on a fait ça pour donc, tous nos parcours clients, tous nos parcours back-office. Comment ça se passe derrière l'ordinateur, le logiciel, de quoi on va avoir besoin et tout, des papiers, des trucs pour communiquer entre nous. Puis après, une fois qu'on avait fait tout ça théoriquement, ça c'était la phase pendant le confinement. Et puis dès la fin du premier confinement, donc c'était le moment où on devait ouvrir, on a dit bon, on n'est pas prêt du tout. Et puis qu'est-ce qu'on va faire ? On va inviter les copains. Alors, on a invité les copains, on leur a dit faites comme si vous étiez des clients, puis vous allez nous dire. Alors, ils ont passé quelques nuits. On leur a quand même dit, mettez 10 balles dans cette histoire parce que, au moins, vous vous mettrez en situation d'être un client, puis vous en voudrez pour votre argent. Alors, du coup, on a fait ça. Oui, c'est ça, il faut un peu pour voir. Bon, bref, alors on a fait ça, puis les premiers retours étaient un peu catastrophiques, puis petit à petit, on a fini par s'améliorer. On a fait des post-it de OK, bon, là, en fait, il faut mettre tel accès, etc. Et puis, à la fin, on a dit, au bout de 3 semaines, les copains nous ont évidemment aidés à mettre le truc en place. Et puis, au bout de 3 semaines, on a dit, on va appeler les copains des copains. Et donc, à ce moment-là, on a fait appel à d'autres bêta-testeurs qui sont venus et qui ont été encore plus sérieux que les premiers. Ils ont mis 20 balles. Ils ont mis 20 balles. Et cette fois, ils nous ont vraiment aidés à construire le truc. Et à la fin, on a appelé les parents. Les parents, c'était encore pire. Et à ce moment-là, on s'est dit, je crois qu'on est prêt. Ça nous a mis 3 mois et on a prototypé comme ça l'intégralité de nos processus opérationnels. Et ce qui est rigolo là-dedans, c'est que ça a l'air d'être du bricolage de chez bricolage, mais in fine, aujourd'hui, on est sollicité par les porteurs de projets de tiers-lieux pour venir les aider à construire leur manuel des opérations. Parce que derrière tout ça, on a évidemment tout documenté, mis en place un manuel des opérations avec des process opérationnels, comme dans l'industrie touristique au final, des check-in, des process check-in, des formulaires, des machins, etc. Et tout ça à partir de franchement zéro. Et c'est voilà, ça fait partie un peu. Mais c'est arrivé à la fin. Alors que l'approche traditionnelle serait au contraire de dire, on va donner ça à un groupe hôtelier qui va aller en gestion et qui va arriver avec tous les process, qui n'arriveront pas. Je vais me faire détester de l'autre côté de l'Atlantique, mais vous savez, Club Med a ouvert à Charlevoix, donc au Québec, dans l'Est, une station de montagne, cet hiver. Et j'adore Club Med, ils ont fait des choses fabuleuses, mais ils ont juste oublié quelque chose, il manquait 400 employés. Et le mode de dotation qu'ils connaissent bien, c'est, dans la Caraïbe, ça va bien, on fait venir des gens, et tout et tout. Et ils se sont rendus compte que, finalement, quand il manque 400 employés, c'est un petit peu difficile. Et de découvrir que, comme c'est un petit village aussi, tout petit, presque insulaire à sa manière, il faut les loger, ces 400 personnes-là, et il n'y avait pas de place, et donc ils ont été obligés d'acheter un couvent à une demi-heure de route. Comme quoi, finalement, si on rentre avec les process, et après ça, on se pose la question, est-ce qu'il y a des humains qui vont y travailler, est-ce qu'il y a des humains qui vont le fréquenter? C'est peut-être pas la bonne piste. Il faut peut-être commencer par ce qui, du point de vue traditionnel, touristique, c'est du rétro-pédalage, mais toi, j'ai l'impression que c'est un naturel pour toi de dire, on commence par du prototypage. On commence par la question. Moi, je pense que le prototypage, c'est un truc qui est au milieu, en fait. C'est-à-dire que c'est très bien ce que vous avez fait, c'est super. Je voudrais y être encore plus vite s'il y avait un designer avec vous, en fait.
Clairement, d'accord. C'est certain, parce que dire, on est designer, il faut 5 ans pour former un designer, il ne faut pas 5 jours, il ne faut pas 5 mois, il faut 5 ans. Et un designer, c'est, vous savez, on utilise tous des petites machines où il y a des puces dedans. Il y a du silicium. Et le silicium, il y en a partout sur la planète, d'accord. Et ça ne sert pas à grand-chose. Pour que ça serve à quelque chose, il faut mettre une petite saloperie à l'intérieur, une petite impureté qui transforme le silicium en semi-conducteur. Le design, c'est la petite impureté qu'on met dans les systèmes existants, qui ne fonctionnent pas sans eux. D'accord. C'est cette petite saloperie qu'on met qui fait que tout d'un coup, il y a un immense potentiel. J'aimerais que dans le rendu de la conférence, la citation sous sa photo, ça va être le design et la petite impureté. Moi, je veux absolument ça. C'est ce qui transforme, qui sublime le matériau. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous mettez un designer, parce qu'il y aurait que des designers, ça ne marcherait pas. Hein. C'est-à-dire que le design, ce n'est pas que les designers. Le design, c'est le projet. Et dans un projet, il y a plein de gens qui ne sont pas des designers. Mais quand il y a un designer à l'intérieur, ça marche mieux. Et donc, pourquoi ? Parce qu'il est le porteur de cette culture du projet, pour lesquels, en règle générale, et en France en particulier, ce n'est pas vrai dans les pays anglo-saxons, on est plus pragmatique, etc., où en France, on aime le goût de l'abstraction, on aime la verticalité. Qui est au pouvoir ? C'est les mêmes, grosso modo, hein, ils sortent des mêmes écoles. Et pour eux, ils sont tellement persuadés de leur supériorité et de la qualité de leurs idées qu'ils les testent jamais, en fait, parce qu'ils sont persuadés qu'ils ont les meilleurs du monde. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut fracasser ces idées, il faut les confronter, et surtout, il faut mettre en œuvre un processus qui va de la question jusqu'à la livraison de la proposition. Et le prototypage, il est au milieu. Enfin, il est pratiquement toujours tout le temps, mais à la fin, il est au milieu. Se poser les bonnes questions, surtout aller sur le terrain, observer, pas partir avec ses préjugés. Il faut aller confronter ces idées au terrain, sinon ça marche jamais, jamais, jamais. Et puis être créatif, s'imaginer plein d'idées. Et ça, on peut le faire avec des designers parce qu'ils dessinent, ils représentent. Ils peuvent donner à voir des scénarios et les matérialiser. On peut les voir à l'œuvre, y compris dans les parcours clients. Tout ça, on gagne du temps. On crée du lien, parce qu'évidemment, on le fait ensemble. On utilise un moyen qui est extraordinaire, qui est le dessin. Le dessin, il n'y a rien de mieux pour relier les gens entre eux qui parlent des langages différents, parce que tout le monde comprend un dessin. Tout le monde comprend un dessin. Et quelqu'un qui a cette capacité à créer l'objet autour duquel tout le monde va se réunir en disant « Ah ouais, je comprends, ou je ne comprends pas, mais tiens, avec un dessin, je comprends mieux », c'est fantastique comment le projet change de nature, parce qu'on est en dehors des idées, on est en dehors des abstractions, on est en dehors aussi des arguments d'autorité, on est dans la démonstration, par la représentation, de ce qu'il est possible de faire. Et c'est en ce sens-là que le design, en tant que méthode, c'est la méthode de demain, hein, c'est la méthode du projet, mais c'est aussi une culture qui vient s'inviter au travers de d'autres manières de penser, de représenter, de raisonner, de créer, et qui font que non seulement on fait mieux ce qu'on est censé faire, mais en fait on le fait mieux ensemble aussi. Et ça devient, et tous on devient propriétaire du projet. On ne se sent pas juste un élément. On va mettre ça en œuvre. Je vois des élus, je vois des gens de l'innovation, le TIOB, des prestataires, des hébergeurs. Je vois des gens ici à qui ils se sont déplacés, ils sont levés ce matin, c'est pas rien. Il y avait du café, peut-être ça aide. Avec cette idée de comprendre donc attractivité territoriale, singularité, développement territorial et le vivre ensemble. Bon. Et là, tu nous parles du design, j'accepte. Toi, tu as, expérimenté en dilettante, mais de façon très efficace, tous ces principes-là. À ces gens-là qui sont pleins de bonne volonté, avec les élus qui ont des enveloppes, puis un plan tourisme avec des dizaines de millions d'euros, on est content. Donc, visiblement, il y a des ressources. Ils ne sont peut-être pas au bon endroit, mais on se posera la question. Il y a un a priori, pendant 2 jours, on ne parle pas de com'. Donc, c'est facile. La com', l'avantage, c'est que c'est facile de dépenser rapidement des millions. Ça, c'est super facile. Et là, je parle de l'exemple ici essentiellement canadien, 200 millions, je vous l'ai dit tout à l'heure. OK. C'est quoi la Dream Team? C'est quoi l'équipe de rêve? Ces gens-là, là, quels sont leurs rôles, leur place? Quel est le plan? Bon, je sais qu'il y en a un, là, on ne fera pas semblant. On va le voir au cours. Vous allez voir d'ailleurs des expositions de tout un processus d'innovation. C'est quoi la Dream Team? Finance, sociologie, design, qui mène le bal, qui parle aux habitants, comment, à l'échelle de la Bretagne, tout se fait à l'échelle d'un village, comment on décuple tout ça sur le territoire de la Bretagne, qui n'est pas rien. Et on sait, comme tous les territoires, tout le monde est breton pareil, et on s'aime tous, et il
Il n'y a pas des gens qui seraient plus bretons que d'autres ou d'autres qui seraient moins bretons. Non, 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 ça n'existe pas. Comment on y arrive? Et je reviens même à la question de l'identité. Puis n'oublie pas la question, parce que je vais faire une parenthèse. Il y a 5 ans, on me demande pour un petit arrondissement à Montréal de faire une conférence en me disant ils voulaient parler de tourisme, mais pas parler de tourisme. Donc, ils ont dit comment rayonner à l'international, parce qu'ils trouvaient ça trop péjoratif, le mot tourisme. Ils ont dit tout en gardant notre authenticité. Voilà. Moi, il ne faut pas me dire de ne pas parler de tourisme. Et je me suis amusé à déconstruire en disant, rayonner international, donc vous voulez essentiellement dire que vous voulez faire du tourisme, mais vous ne voulez pas en même temps parce que vous voulez garder juste pour vous ce petit coin de paradis. Voilà. Je dis mauvaise nouvelle, et là, je vais présenter plein de revues de presse, CNN Travel, etc., qui avaient parlé du quartier. Je dis, oh, OK. Et là, j'ai l'identité aussi, authentique. C'est chouette, ça, parce que visiblement, je vois les photos que vous présentez. C'est des hipsters avec la barbe, comme ça, les vestes à carreaux, des gens qui ressemblent à des bûcherons, mais qui n'ont jamais vu ni une bûche ni une hache, avec des tables à pique-nique, avec les ampoules nues. Puis j'ai dit, ça, si c'est ça l'identité et l'authenticité, c'est fabuleux, parce qu'on retrouve ça aux États-Unis, partout, dans toutes les villes, dans toutes les friches. Donc, là, bravo les amis, vous avez bien réussi. Et je dis, si on veut appeler ça aussi authentique, le quartier a à peu près 250 ans, c'est tout jeune. 98 % de son histoire, c'était industriel, donc c'était des manufactures essentiellement. Et donc, essentiellement, vous n'êtes pas authentique. Alors, on va recommencer différemment et de se dire, cet attachement à votre territoire, vous devrez le penser différemment. Donc, je reviens à cette question-là de quelle est l'équipe? Quelle est la mise en commun? Parce que c'est facile à dire de dire qu'on ne doit pas être spectateur. Comment on y arrive? C'est quoi la méthode? Et c'est qui on met autour de la table, avec quels a priori, quelles compétences. On ne parlera pas de spécialité, mais de compétences. Akira, vas-y. Dominique? Déjà, absolument, les habitants. C'est-à-dire que les premières personnes avec qui il faut travailler, c'est les gens. C'est les gens qui sont concernés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas leur dire « on va vous expliquer plus tard ». Non, il faut les impliquer tout de suite. Et comment on le fait? Alors, justement, après, il faut se trouver les moyens d'impliquer ces gens-là. D'accord ? Il y a des tissus associatifs qui sont là. Les associations sont là. Elles sont représentatives quand même du dynamisme de projets qui sont des projets locaux. Il faut parler avec les associations. Et il faut ensuite, déjà, il faut avoir cette volonté-là et puis se dire on va identifier des gens qui vont être capables de ça. Puis il faut peut-être informer les gens sur la méthode. C'est-à-dire, voilà, nous avons décidé de mettre en œuvre tel et tel projet. Nous vous le présentons à tous. Voilà. Et nous faisons appel à un certain nombre à qui veut participer. Donc, il va falloir demander aux gens de participer. Et ensuite, les élus sont déterminants. Évidemment, tous les agents territoriaux sont déterminants. Et puis après, il va falloir créer une équipe pluridisciplinaire. Il y a toujours un chef de projet. Il y aura toujours des chefs de projet. Mais il faut des designers, des ingénieurs, des marketeurs, des sociologues, des philosophes parfois. Et là, ça peut varier. Des informaticiens, parce que quand s'il y a de la technologie derrière, il va falloir à un moment donné intégrer aussi ce savoir-là. Il faut créer les conditions de la pluridisciplinarité. C'est moins de savoir s'il y a telle ou telle discipline que de savoir qu'il y en a plusieurs. C'est ce que vous avez vécu là, en disant finalement, on a des gens, nous, on n'était pas des spécialistes, mais on avait des cultures différentes, et ça nous a permis de trianguler en expérimentant, en prototypant. Et c'est parce qu'on était différents que probablement ce prototypage a réussi. Vous auriez tous eu la même culture, ça aurait moins marché. Mais on avait aussi l'intention du faire avec. Et je crois que l'idée, c'est peut-être pas forcément de décider qu'on va faire un projet. Moi, il me semble, et comme en plus on arrive à la fin de la table ronde, il me semble aussi que l'enjeu, c'est de faire en sorte que le projet réponde aussi aux besoins des habitants. C'est-à-dire que ce qui va faire que la rencontre est possible, c'est que le projet d'accueil touristique, d'accueil de voyageurs, ne soit pas uniquement destiné aux voyageurs. On peut voir des trucs comme ça qui naissent aux Açores, par exemple. On en parlait avec Florence Gourlet, là, qui est maître de conférence à l'Université Bretagne Sud, qui bosse sur le phénomène quart-lieu et qui bosse sur des petits éco-hameaux qui, dans les Açores, accueillent des digital nomades, etc., et qui sont totalement hors sol. En fait, si on veut pouvoir organiser cette rencontre, si on veut que
projet d'accueil touristique puisse bénéficier aux habitants, ben c'est aussi s'organiser pour que ce projet-là, il réponde aux besoins des gens. Si les gens, ils ont besoin d'avoir des espaces associatifs pour se rencontrer, et ben en fait, il faut leur mettre à disposition des espaces pour qu'ils puissent se rencontrer. Si les gens ont envie de pouvoir avoir des lieux où, comme ce qu'on fait, nous on accueille une chorale par exemple, c'est 0 € de loyer, ça veut dire que ça n'a absolument aucun modèle économique de faire ce genre de truc. Mais par contre, du point de vue de ce que c'est socialement, la valeur que ça crée pour le territoire, etc., c'est hyper important, quoi. Et ça, en fait, c'est ce côté, essayer d'être contracyclique dans les propositions de valeurs, travailler sur des horaires d'ouverture qui font que, même quand on est le 2 décembre, il y a un truc qui est ouvert dans le village. En fait, c'est ça, quoi. Répondre aux besoins des habitants, c'est aussi, d'abord et avant tout, comme ça. Mais est-ce qu'il n'est pas quelque part, le tourisme n'est-il pas, il y a la captation de la valeur foncière qu'on construit. Est-ce que c'est pas donc cette visite-là, c'est cet ajout extérieur économique qui permet au milieu d'être dynamique et résilient à l'année? En fait, il faut organiser, quoi. Il faut organiser. Moi, j'aime bien cette phrase qui est peut-être une phrase de designer, c'est il faut prendre un moment ses rêves pour des réalités et commencer à faire des plans, quoi. Enfin, pour moi, c'était hyper important de se dire, ce lieu-là, puisqu'on est sur une activité saisonnière, et de la saisonnalité, ou même d'ailleurs, on sait que pendant la semaine, du lundi au vendredi, il ne se passe pas grand-chose, et puis après, du samedi au dimanche, ça repart, et qu'ensuite, on a aussi la saisonnalité dans le cadre de l'année. Et qu'est-ce qu'on fait pour optimiser socialement ces moments de grande inutilité du foncier? Voilà. Comment est-ce qu'on organise ça pour faire en sorte que ces moments-là, ils servent nos copains, nos voisins, ils servent notre village, quoi. Et ça, c'est vraiment une réflexion de tous les jours, ça s'organise dans la programmation, etc. Et après, si j'avais, moi, une baguette, tu posais la question de quelle est la meilleure équipe aujourd'hui. Alors, elle est très certainement pluridisciplinaire, elle doit multiplier les clés de lecture de différents types de secteurs. Elle doit aussi, je pense, et c'est pour ça que j'étais aussi sensible aux mots là, du président de région juste avant, aujourd'hui, compte tenu des enjeux, alors là je prêche aussi pour ma parole climat, mais compte tenu des enjeux qui sont à l'œuvre du point de vue de l'habitabilité de notre planète, il est temps de consacrer, de la même manière qu'on réfléchit aujourd'hui à l'effort de guerre par rapport à l'Ukraine, de consacrer nos forces aussi à préparer quelque chose qui soit habitable pour nous, à préserver la biodiversité, à faire en sorte que notre secteur d'activité, nous en tant que professionnels, en tant que penseurs du secteur touristique, à réfléchir un tourisme à bas carbone, un tourisme qui permette une répartition plus juste de la valeur, de la construction de projets qui soient effectivement inclusifs, etc. Et ici, on n'est pas dans la réflexion, là, on est dans l'action. Absolument, absolument. Et c'est aujourd'hui, voilà, pour moi, la meilleure équipe, c'est celle qui s'aligne sur ces enjeux, de défis climatiques. Mais ça pose une question très pertinente. L'organisation du tourisme dans les pays développés est assez top-down. Hein? C'est donc des grandes décisions, des grands plans nationaux. Après ça, schémas régionaux, et ça descend. Et on est d'accord, si on parle de singularité, je parlais du Québec, c'est toujours mieux les exemples. Le Québec n'existe pas, on ne va pas au Québec. Les Français vont vaguement au Québec, mais sinon on va à Montréal, on va en Mauricie, on va même dans les villes, on va dans les villages, on va dans les arrondissements. L'imaginaire, le narratif du visiteur-voyageur est essentiellement autour d'un endroit très précis sur une carte. Et ton exemple est celui d'un village qui a été... Est-ce qu'il existe, et là je ne veux pas qu'on passe sur le débat d'une singularité bretonne, mais est-ce qu'on peut imaginer de la même façon des mécanismes, uniformisés et des aides et des accompagnements qui seraient pareils, ou est-ce qu'on ne devrait pas supporter des collectifs, et tu disais tout à l'heure, il n'y a pas de petits projets, mais et de se dire, puis je pose la question avec l'innovation, parce que je parlais avec Emmanuel Dufric qui va être disponible pour l'innovation, mais les incubateurs ne sont pas là. Et il est très jaloux, parce que nous, avec le petit incubateur à Montréal, on a reçu un fonds de 10 millions de dollars. Pourquoi? Parce que le gouvernement a dit, nous sommes capables de donner des subventions, mais supporter une innovation, on ne sait pas faire. Donc, on va donner ça à l'organisme qui est le plus compétent. Il y a une reddition de comptes la plus absolue, mais comment on y arrive au niveau de la Bretagne? Est-ce qu'on peut
Pour moi, les imaginaires, c'est des drivers fantastiques. C'est-à-dire que, aussi bien pour ceux qui produisent l'offre que ceux qui en bénéficient. On va venir en Bretagne parce que, d'une certaine manière, on a accédé à l'imaginaire de la Bretagne sans pour autant le comprendre et le maîtriser. Mais il est très très fort, cet imaginaire-là, quand même. C'est ce qui fait la fierté d'une région, clairement. Mais c'est ce qui fait aussi son attractivité, même si elle est, à bien des égards, irrationnelle. C'est aussi un matériau pour ceux qui sont les producteurs de cette offre-là. Et tu parlais d'approche top-down. Ce serait quoi une approche qui ne serait pas top-down? Une approche subsidiaire. C'est-à-dire comment, tout d'un coup, au niveau le plus local possible, on se saisit de cet imaginaire-là. D'une certaine manière, on lui donne une réalité dans l'expérience vécue, alors sans folkloriser, hein, il ne s'agit pas de folkloriser quoi que ce soit, mais puis dire, on va puiser dans cet imaginaire-là, d'une certaine manière, pour lui donner une réalité qui est la réalité quotidienne, hein, presque même anodine, mais qui va à la fois confirmer ces imaginaires et puis les transformer. Et peut-être les animer. Tu disais, il ne s'agit pas de vénérer les cendres, mais d'alimenter le feu. C'est une manière de continuer d'alimenter l'imaginaire en disant, voilà, il se passe des choses extraordinaires dans ce pays dans lequel vous êtes arrivé pour des raisons imaginaires, et puis vous vivez quelque chose dans la relation, parce qu'à la fin, c'est vraiment la relation humaine qui va faire la différence. C'est parce qu'il y a des gens que tout d'un coup, l'expérience est belle, et pas simplement parce qu'il y a des fantastiques paysages. C'est-à-dire qu'il y a des gens à qui vous allez pouvoir le raconter, il y a des gens avec qui vous le vivez, il y a des gens qui vous hébergent pour vous permettre de le vivre suffisamment longtemps, etc. etc. Donc, les imaginaires sont une source extraordinaire, pour dire qu'il vient d'en haut, on ne peut pas être plus haut, hein, d'une certaine manière, c'est là-bas, là-haut, très très haut. Mais en même temps, ils vont s'exprimer au niveau le plus bas, et en partant du terrain, vers le haut plutôt. Et donc se dire, peut-être que l'initiative, elle est plutôt sur le terrain, plutôt que dans les hautes sphères. Là, je vois le temps. Est-ce qu'on terminait à 11h15 ou 11h30? 11h15, OK, là, on vient de nous rajouter 9 minutes ici. Alors, c'est terminé. Vous savez, on avait un rôle ingrat de mettre la table sur 2 jours, sur Singularité Vivre Ensemble, entre autres, de ne pas parler de com', ou de dire pourquoi on n'allait pas parler de com', et de parler de tendance. C'est l'air de rien dans une discussion de parler d'innovation, modèles sociaux, économie circulaire, circuit court, réinsertion, appropriation territoriale, développement, projet, design, fantasme, projection, rencontre de l'autre. On a parlé de tout ça. Et pas si théoriquement, et même très concrètement, et avec une illustration. Alors, je pense qu'on peut se dire mission accomplie. J'espère qu'on a un peu, comme je disais, ouvert vos chakras. Et c'est dans cet état d'esprit-là qu'on vous invite à suivre les prochaines journées. Pas dans vos positions de prestataires, dans votre position d'élu, d'ouvrir de bretons d'adoption, d'ouvrir votre réflexion dans ce partage, dans ce faire ensemble particulier, singulier. C'est vraiment l'invitation à laquelle on vous convie pour les 2 prochains jours. Donc, cette ouverture la plus absolue. Et merci Dominique, merci Akira, merci de votre écoute très diligente et très appréciée. Bon colloque.